19h passées de quelques secondes, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News à la une de ce mercredi 17 juillet. 285e jour consécutif d'agression sioniste sur Gaza, un bilan en hausse qui dépasse les 38 794 martyrs. Les écoles de l'UNRWA, nouvelle bête noire de l'entité sioniste, nous verrons dans cette édition pourquoi l'armée d'occupation cible prioritairement des écoles abritant des milliers de réfugiés palestiniens. Et en France, une situation de blocage qui perdure après l'acceptation de la démission du Premier ministre Gabriel Attal et son gouvernement. J.D. Vance, nouveau colistier de Donald Trump aux États-Unis, portrait sur le plus jeune parmi la shortlist préparée par le candidat républicain à la prochaine présidentielle américaine. Madame, Monsieur, bonsoir. 285e jour d'agression sioniste sur Gaza. Les bombardements sionistes n'ont pas cessé de faire toujours plus de victimes parmi les civils palestiniens. Le bilan global de l'agression génocidaire sioniste atteint ce mercredi 17 juillet les 38 794 martyrs et 83 364 blessés, en grande majorité des enfants et des femmes. Selon la dernière mise à jour communiquée par le ministère de la Santé à Gaza, l'armée d'occupation a commis 4 massacres pour un bilan de 81 martyrs et 198 blessés. Et le bilan de 5 attaques de l'armée d'occupation sioniste mardi et mercredi dans la bande de Gaza s'est aggravé à 57 martyrs. La défense civile palestinienne, citée par des médias locaux, a annoncé mercredi que 57 Palestiniens sont tombés en martyrs dans 5 frappes de l'armée sioniste distinctes dans le centre, le sud et le nord de la bande de Gaza, dont une sur une école de l'UNRWA. Et cette barbarie se concentre désormais sur le camp de Nusayrat, où au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs durant les dernières heures. Ils sont au nombre de 7 tués par un bombardement ayant ciblé la maison de la famille Diab, près de la mosquée Sunna dans la région de Zawidiya, au sud du camp de réfugiés, tandis qu'au nord, au moins un Palestinien a été tué et 15 autres ont été blessés dans le bombardement par l'artillerie sioniste de la mosquée Abdallah Azzam. Un autre martyr a été signalé au niveau du premier camp. Il a été tué quant à lui à la suite d'un bombardement d'une habitation abritant plusieurs déplacés. Et dans la région est du camp de Nusayrat, au moins 5 martyrs palestiniens ont été tués à la suite du bombardement par l'occupation d'une maison appartenant à la famille Abu Hamda. Plusieurs personnes ont également été blessées lors de cet attentat. Que voulait-il de la mosquée? Qu'est-ce qu'il y a dans la mosquée? La mosquée est fermée depuis le début de la guerre. Personne ne prie à l'intérieur. Quelle est la faute de nos enfants? Nous sommes vraiment fatigués. Nous jurons que nous sommes très fatigués. Au monde arabe, nous sommes très fatigués. Je jure devant Dieu que nous sommes fatigués. Un autre carnage commis par l'entité sioniste au milieu de l'après-midi a fait au moins 9 martyrs dans le quartier Rimel, au centre de l'enclave palestinienne, lorsque l'armée d'occupation a ciblé un regroupement de civils palestiniens. Les premières images qui ont circulé ont montré des scènes de chaos qui traduisent toute la cruauté des agressions sionistes. Plusieurs martyrs palestiniens ont rejoint leur dernière demeure également à la suite d'un bombardement ayant ciblé une maison habitée par la famille Tatar
Au centre de l'enclave palestinienne, les martyrs de cette agression barbare sont en majorité des femmes et des enfants. Au sud de l'enclave palestinienne, à Rafah, au moins 5 martyrs sont tombés à la suite d'un raid de l'aviation militaire sioniste sur le quartier de Tel Sultan, à l'ouest de la ville, abritant des centaines de milliers de déplacés internes. À noter également que d'autres martyrs ont été signalés en cours de journée dans des bombardements ayant ciblé d'autres zones de la bande de Gaza, à l'image de Mir al-Raqqa, Zahra ou encore Khan Younes. L'UNRWA, plus que jamais bête noire de l'entité sioniste, je vous le disais en titre, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens a déclaré que l'entité sioniste a pris pour cible 6 de ses écoles durant les derniers jours. Rappelons que ces écoles abritent actuellement un nombre très important de réfugiés et de déplacés palestiniens. L'unique souffle d'espoir à Gaza, étouffé par l'entité sioniste. Les écoles de l'UNRWA sont une nouvelle fois dans le viseur de la horde sauvage. Au moins 8 écoles ont été bombardées par les forces d'occupation sionistes à Gaza au cours des 10 derniers jours. Sur les 8 écoles bombardées, 6 relevaient de l'UNRWA. Selon Philippe Lazzarini, le directeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Moyen-Orient. La guerre a privé les filles et les garçons de Gaza de leur enfance et de leur éducation. Les écoles ne doivent jamais être utilisées à des fins de combat ou à des fins militaires par aucune des parties du conflit. Les écoles ne sont pas une cible. Le mépris flagrant et constant du droit international humanitaire se poursuit sans relâche. Toutes les règles de la guerre ont été brisées à Gaza. La perte de notre humanité commune ne doit pas devenir une nouvelle norme. Une frappe de l'occupant sioniste a ciblé une école abritant des personnes déplacées à Nusayrat, a fait la nuit dernière au moins 9 martyrs et plusieurs blessés. Dans la même région, une autre frappe sioniste a eu lieu sur une école dans la nuit de dimanche à lundi, faisant 15 martyrs. Le 6 juillet dernier, l'aviation sioniste a mené une frappe sur l'école El Jaouni, également gérée par l'UNRWA à Nusayrat. L'UNRWA avait alors indiqué que 2000 personnes s'y trouvaient. Le lendemain, 4 personnes sont tombées en martyrs lors d'une frappe sur l'école de la Sainte Famille dans la ville de Gaza. Le 8 juillet dernier, l'entité sioniste a mené une frappe sur une autre école de Nusayrat. Et le lendemain, 29 personnes ont été tuées dans un bombardement sur une école abritant des déplacés à Abbassan, près de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Tout le monde se demande pourquoi cet acharnement, pourquoi l'entité sioniste cible délibérément les écoles administrées par l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, notamment à des endroits supposés être sûrs tels que Mawassi. Cette nouvelle politique fait partie de l'agenda sioniste. Son seul objectif est d'atteindre tous les Palestiniens. C'est aussi le point culminant de la stratégie délibérée de l'occupant pour anéantir la seule agence internationale permanente s'occupant des réfugiés palestiniens et partant de leur sort injuste. Car aujourd'hui, la population gazaoui dépend plus que jamais de l'UNRWA pour ses services vitaux et son soutien dans le cadre de l'attaque génocidaire, surtout que la famine est utilisée comme arme de guerre à Gaza. Cette attaque délibérée vise également les bâtiments de l'UNRWA et ses personnels. Des carnages récurrents et croissants afin d'effacer la question des réfugiés palestiniens et à rejeter leurs droits collectifs au retour. Chaque jour qui passe montre encore plus l'horreur commise en Palestine occupée. La sauvagerie sioniste démontre une nouvelle fois qu'elle est en train de s'enfoncer encore plus. La déchéance totale de l'entité sioniste est une défaite consommée malgré tout l'armement dont elle dispose et le soutien inconditionnel de l'Occident, en particulier les États-Unis. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu ce mercredi son débat public trimestriel sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, avec la participation de l'Algérie. Le vice-représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies a assuré lors de sa prise de parole que le président Abdelmadjid Tebboune a souligné que l'Algérie, qui a payé un lourd tribut pour accéder à sa souveraineté et à son indépendance, restera déterminée à soutenir le peuple palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne tous ces droits. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions.
Le Hezbollah frappera de nouvelles cibles dans les territoires occupés si l'entité sioniste continue à tuer des civils au Liban. C'est en substance ce qu'a déclaré ce mercredi le chef du parti libanais Hassan Nasrallah, notant une augmentation du nombre de non-combattants tués au Liban ces derniers jours. 5 civils, tous syriens, dont 3 enfants, ont pour rappel été tués dans des frappes sionistes au Liban hier et au moins 3 civils libanais ont été tués la veille. Quel que soit le soutien que l'État libanais apportera à notre peuple dans le sud, en particulier à ceux qui sont au front, nous assurons à nos citoyens dont les maisons ont été entièrement ou partiellement démolies que nous travaillerons avec vous, main dans la main et épaule contre épaule, en toute clarté. Nous faisons cette promesse comme nous l'avons faite par le passé. Nous reconstruirons nos maisons et nos habitations. Nous reconstruirons nos maisons mieux qu'elles ne l'étaient auparavant. Le peuple tunisien, une nouvelle fois dans la rue pour exprimer son franc et indéfectible soutien en faveur de la Palestine et Gaza qui subit un génocide depuis plus de 9 mois. Ils étaient en effet des milliers à battre le pavé hier à Tunis pour condamner la récente attaque meurtrière d'au moins 90 Palestiniens à Khan Younes. L'Algérie a quant à elle une nouvelle fois appelé à une coopération multilatérale plus juste et plus équitable au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment en ce qui concerne la question palestinienne lors d'une session consacrée à cette thématique avec à la clé un rééquilibrage des rôles en faveur du continent africain victime de la plus grande injustice en matière de représentativité au sein du plus haut organe des Nations Unies. De l'Algérie pour cette déclaration. Aujourd'hui, nous ne pouvons imaginer un monde où la coopération multilatérale serait absente. Celle-ci est essentielle pour faire face aux enjeux mondiaux complexes qu'aucun pays seul ne pourra résoudre. La coopération multilatérale permet aussi aux gouvernements de regrouper ou de mettre en commun leurs ressources, de partager leurs connaissances et d'imaginer des solutions communes. En tant que membre du Conseil, c'est justement ce que nous essayons de faire à chaque fois que nous entrons dans cette enceinte. Ma délégation est convaincue que la réforme du Conseil de sécurité renforcerait la légitimité de cette instance. Dans ce contexte-là, étendre le nombre, ou plutôt augmenter le nombre de membres du Conseil, remédier à l'injustice historique dont souffre l'Afrique serait un jalon important. Dans le reste de l'actualité, chargé par le président Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf est arrivé mercredi après-midi à Accra, au Ghana, pour prendre part aux travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, prévue les 18 et 19 juillet courants, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Cette réunion ministérielle sera suivie de la tenue le 21 juillet courant du 6e sommet de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. L'ordre du jour des travaux de la session porte sur l'examen de plusieurs questions financières et administratives liées à la gestion interne de l'Union africaine, les questions afférentes au partenariat établi par l'organisation continentale avec différents acteurs internationaux, son adhésion au G20 ainsi que la poursuite de l'activation des mécanismes de l'action africaine commune et de la préparation des prochaines échéances au niveau continental et international, conclut le communiqué. Coup d'envoi également ce mercredi du forum transméditerranéen sur les migrations à Tripoli en Libye, un événement qui a vu la participation de 11 pays africains et européens dont l'Italie, la Tunisie et le Tchad. Le forum vise à créer un cadre stratégique de dialogue et de coopération entre l'Europe et l'Afrique pour aborder la question migratoire de manière globale.
Des gens se font énormément d'argent sur le dos du désespoir des plus fragiles. Et nous ne pouvons pas le permettre car ces organisations deviennent très puissantes, mais elles ne se soucient guère des droits de l'homme et des êtres humains. C'est quelque chose que nous voyons souvent en Italie et à Malte. Et voilà pourquoi nous voulons combattre le trafic d'êtres humains. Au Soudan, les pourparlers entre un envoyé de l'ONU et des délégations des deux parties belligérantes se poursuivent à Genève cette semaine et se concentrent sur l'aide humanitaire et la protection des civils selon les Nations Unies. Plus tôt dans la semaine, les parties sont arrivées en Suisse pour des pourparlers sous l'égide des Nations Unies qui visent à obtenir d'éventuels cessez-le-feu locaux pour faciliter l'aide humanitaire et protéger les civils. La crise du Soudan est actuellement la pire crise de déplacement au monde, avec environ 13 millions de personnes déplacées, dont plus de 10 millions sont des populations déplacées à l'intérieur du pays, et plus de 2 millions cherchent le refuge dans le pays voisin, dont le Tchad, qui accueille plus de 700 000 réfugiés. L'ONG Médecins sans frontières, justement, qui appelle les Nations Unies et les organisations humanitaires à revenir au Soudan pour aider la population confrontée à une crise humanitaire majeure. C'est en soi l'appel lancé par le président international de MSF. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Nous savons que quelque chose se passe, c'est pourquoi je suis ici pour continuer à faire pression et à mettre au défi non seulement les autorités soudanaises, mais aussi toutes les agences des Nations Unies et d'autres organisations de revenir et de commencer à faire davantage pour les personnes au Soudan. Ce retour signifie que toutes les organisations qui ont choisi depuis plus d'1 an d'adopter une position conservatrice en attendant de voir comment le conflit allait évoluer ont maintenant, à mon avis, plus de marge de manœuvre et l'occasion de déployer davantage leurs opérations. Au Sierra Leone, c'est un combat d'une toute autre nature qui se déroule. Le pays veut faire face à la déforestation qui menace l'environnement local. En cause, l'activité illégale des chercheurs d'or, une mission risquée mais noble que se sont donnés les gardes forestiers de la forêt tropicale de Kambui. Un reportage signé Souila Kilal. Dans l'immensité de la forêt tropicale de Kambui, les stigmates de la déforestation sont visibles à l'œil nu. À l'origine de cette dévastation, les activités illégales des chercheurs d'or et des coupeurs d'arbres. Un désastre écologique que les gardes forestiers tentent de limiter. Vous pouvez voir le niveau de destruction de ces arbres. C'est le résultat de cette exploitation minière illicite. Notre travail est très difficile pour des raisons logistiques. Les gardes forestiers ne sont pas armés, alors que les coupeurs de bois et les orpailleurs ont des haches et des machettes. Si on essaye de les arrêter, ils nous attaquent. Un maigre contingent de 62 gardes forestiers se livre quotidiennement au jeu du chat et de la souris pour protéger les 14 000 hectares de cette réserve forestière. Les traces des fouilles sont visibles partout. Les excavations déracinent les arbres par dizaines et les produits utilisés par les chercheurs d'or et de diamants contaminent les cours d'eau. C'est une fosse minière et cette exploitation minière affecte les habitants de cette localité. Ils utilisent des produits chimiques pour extraire l'or et les diamants, ce qui pollue cette eau, alors qu'elle alimente le township de Kenema et les habitants la consomment. Nous faisons cela car il n'y a pas de travail en ville. Nous venons donc dans la forêt pour trouver de l'or afin de gagner notre vie. Cette forêt tropicale abrite une grande diversité de mammifères et offre un habitat à des oiseaux menacés d'extinction. Mais l'activité humaine menace sérieusement tout cet écosystème déjà très fragile. Avant, il y avait des singes partout, des babouins, des chimpanzés, on pouvait les apercevoir, mais le bruit des scies mécaniques les ont fait fuir. La Sierra Leone a le taux de déforestation le plus élevé au monde. Depuis le début du siècle, le pays a perdu plus de 35% de sa couverture forestière totale et 14% de ses forêts primaires humides, réserves de biodiversité et régulateurs du climat.
En France, le président Emmanuel Macron a fini par accepter la démission de son Premier ministre Gabriel Attal, et ce à 48 heures d'un vote crucial sur celui ou celle qui présidera le perchoir de l'Assemblée nationale. Gabriel Attal expédie les affaires courantes, mais aucune piste nouvelle à l'horizon concernant l'identité du prochain chef du gouvernement. Imen Merad. Moins de 24 heures après l'acceptation de la démission du Premier ministre français Gabriel Attal par Emmanuel Macron, le nouveau Front populaire semble avoir du mal à convaincre le chef de l'exécutif de sa légitimité à prendre le pouvoir à Matignon 10 jours après être sorti en tête des élections législatives. La lettre adressée la semaine dernière aux Français par le président Macron, insistant sur l'absence d'une majorité et appelant au compromis des forces politiques, n'a pu apaiser les esprits. Bien au contraire, cette lettre a déclenché un tollé de colère chez les gauches. Mardi, Emmanuel Macron a fini donc par accepter la démission de son Premier ministre et son gouvernement, qui assure désormais, selon l'Élysée, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. On travaille et dans les prochains... Gabriel Attal s'est exprimé mardi soir sur une chaîne de télévision privée française, évoquant la primauté de la stabilité du pays et la protection du peuple français, d'où l'impossibilité d'une vacance du pouvoir. Qui a deux principes, faire marcher l'État et protéger les Français. Si survient une crise, évidemment, le gouvernement peut prendre toutes les décisions, les mesures pour protéger les Français, l'ordre public et la sécurité de nos concitoyens. Ce qu'on ne peut pas faire, en revanche, c'est prendre de nouvelles initiatives politiques, engager des réformes, transmettre un projet de loi. Ça n'est pas possible. C'est une situation qui est nécessairement temporaire. Et que l'enjeu, c'est évidemment d'assurer la stabilité du pays et la protection des Français. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de vacances du pouvoir en France et je crois que c'est heureux. Le paysage politique français s'assombrit davantage à la faveur d'un autre choix difficile, celui de la course à la présidence de l'Assemblée nationale. Les députés élus le 7 juillet aux élections législatives anticipées votent ce jeudi à 15h pour élire le successeur de Yaël Braun-Pivet. Les regards se tournent vers le perchoir. À J-10 des Jeux Olympiques, la France en pleine crise politique devra assurer la réussite de cette manifestation sportive, émaillée déjà par quelques couacs, et une question demeure posée, est-ce que oui ou non, Emmanuel Macron va-t-il attendre la fin des Jeux Olympiques pour désigner son nouveau Premier ministre ? Et aux États-Unis, les événements s'accélèrent, notamment dans le camp républicain. Donald Trump surfe sur la vague de sympathie qu'il doit à l'attentat raté l'ayant visé précédemment et nomme son colistier en la personne de J.D. Vance, un ex-détracteur virulent devenu son fervent défenseur. Safwan Bensabri. C'était le plus jeune parmi la shortlist de Donald Trump. À peine 40 ans, James David Vance a été choisi par Trump pour être son colistier et donc vice-président en cas d'élection du milliardaire républicain. C'est un ex-critique virulent devenu un fervent défenseur de l'ex-président américain. Il a notamment déclaré par le passé « Je ne serai jamais pro-Trump », traité ce dernier de nocif, d'idiot et d'Hitler de l'Amérique. Et pourtant, c'est lui qui a été choisi par Donald Trump. Avant de rejoindre Washington, J.D. Vance a eu un parcours pour le moins atypique. Il grandit dans une famille monoparentale modeste de la Rust Belt, région du nord-est des États-Unis profondément marquée par un déclin industriel, puis il entre dans l'armée. Il sert notamment durant l'invasion de l'Irak en 2003. Il devient ensuite auteur à succès, après avoir publié son autobiographie retraçant la vie d'un Américain de l'Amérique profonde, loin des élites. Il s'inscrit dans la droite ligne de Donald Trump et défend des causes telles que la lutte contre l'immigration et un protectionnisme économique poussé. J.D. Vance n'a pas attendu longtemps pour réagir à la tentative d'assassinat de Donald Trump alors qu'il n'était pas encore colistier. Pour lui, la campagne de Biden a directement conduit à la tentative d'assassinat du candidat républicain. Plus radical que Trump sur certains thèmes, J.D. Vance est même devenu la figure de tête du mouvement de la nouvelle droite, des jeunes conservateurs qui tentent de donner une orientation plus radicale au mouvement isolationniste et anti-immigration de Donald Trump.
Allez, un mot d'économie avant de clore cette page. Les perspectives de croissance mondiale du Fonds monétaire international restent inchangées à l'issue de la dernière mise à jour publiée hier par l'institution de Bretton Woods, s'établissant à 3,2% en 2024 et 3,3% en 2025, soit un niveau légèrement supérieur. Les tendances montrent que la croissance mondiale se maintient alors que la désinflation ralentit et que l'incertitude en matière de politique économique s'accroît. Les taux de croissance des pays avancés convergent à la mesure que les écarts de production se réduisent. Aux États-Unis, les signes de modération se multiplient, en particulier sur le marché du travail. Dans le même temps, la zone euro, qui avait enregistré une croissance quasi nulle l'an dernier, est sur le point de se redresser. C'est la fin de ce 19h. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour l'échiquier international.